Bonjour et bienvenue à votre club de lecture Le Bouquineur. Aujourd'hui, quelles seront nos lectures? Je me ferai un plaisir de vous les faire découvrir avec nos chroniqueuses Monique Barriot et Joanne Hamel. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Joanne, quel sera ton auteur aujourd'hui? Mon autrice, en fait, c'est Elena Ferrante et on va apprendre que c'est pas vraiment une personne, ce n'est qu'un pseudonyme. D'accord. Et toi, Monique? C'est intriguant. Moi, je vais vous parler de Philippe Claudel, avec qui je suis littéralement tombée en amour. On Ça a hâte promet. de voir ça. Alors, à tout à l'heure, mesdames. Alors, je rencontre Madame Lucie Poisson, autrice d'un livre, Le pouvoir de l'imaginaire, et aussi d'un CD de relaxation et de méditation. Bonjour, Madame Poisson. Bonjour. Alors, vous êtes bachelière en psychologie, vous avez travaillé plusieurs années dans les centres de la petite enfance comme conseillère pédagogique, et maintenant, vous êtes hypnothérapeute. Oui. Alors, est-ce que toute cette expérience-là a fait que vous avez créé un CD de relaxation et de méditation? Oui, bien le CD provient surtout de mon expérience comme hypnothérapeute. Parce que là, surtout la première année, je rencontrais les enfants, je voyais que ça leur faisait vraiment du bien, ces séances-là, d'aller dans l'imaginaire, puis relaxer. Puis souvent, je leur faisais un CD personnalisé suite à notre rencontre. Là, j'avais du temps la première année, mais là, ensuite, puis je vois, tu sais, ça leur faisait vraiment du bien, fait qu'ils se conservaient dans ce bien-être-là, ils l'écoutaient au coucher. Puis là, je me suis rendu compte que ça faisait vraiment du bien, mais étant donné que j'avais plus de temps après, je trouvais ça dommage qu'on n'ait plus accès à des CD pour les enfants. Fait que je me suis dit, je vais en sortir un qui va pouvoir s'adresser à la majorité des enfants. Montrez-le-nous à l'écran pour qu'on puisse voir un petit peu là, le... Dans le fond, c'est écrit dessus. J'ai regretté d'avoir fait écrire ça, mais c'est écrit 6 à 12 ans dessus. Ensuite, j'ai eu des retours de parents d'enfants de 4 ans qui me disaient qu'il y avait eu vraiment des bons résultats. Fait que là, je me suis rendu compte que c'était plus de 4 à 16 ans. Puis parce que j'ai aussi des retours pour des enfants, des ados de 15-16 ans aussi qui obtenaient des bons résultats. Donc, puis il y a même des adultes qui m'ont dit que ça leur faisait vraiment du bien parce que ça s'adresse un peu à l'enfant intérieur de chacun. Donc, c'est ça, c'est un CD qui s'adresse quand même à plus que les enfants que je me rends compte, là. Mais oui, fait que maintenant que ça c'est sorti, je suis vraiment contente, là, il s'adresse à... Ça fait du bien aux enfants. J'ai eu beaucoup de retours positifs, là, que ça les relaxait, que ça les calmait, que l'irritabilité était moins grande, le stress était moins grand. Donc, c'est ça. C'est une belle création dont je suis fière. Bien, oui. Donc, c'était pour, au départ, gérer l'anxiété des jeunes enfants. Oui, c'est ça. Oui. Mais ça s'est stress, avéré, la difficulté à dormir aussi. Ah, OK. Oui, en ayant quelqu'un pour les accompagner, parce que c'est ma voix avec la petite musique douce. Puis là, ils vivent comme plein de petites aventures sur ce CD-là. Il y a l'arbre mangeur de peur, il y a le nuage à émotion, il y a le diamant anti-stress. On dirait que ça les maintient dans un apaisement, puis ça leur fait vivre des choses positives avant de s'endormir. L'imagerie est très présente. Oui, oui, vraiment, vraiment. Ah, OK. Oui, c'est de la visualisation là, qu'il y a là-dessus, vraiment, OK. ouais. Et suite à ça, la popularité de ce CD, vous avez décidé de donner un outil aux parents aussi Oui. en écrivant le livre Le pouvoir de l'imaginaire. Oui, le pouvoir de l'imaginaire que je peux montrer en même temps. Bien sûr. C'est ça, c'est suite au CD. Bien, ça faisait longtemps que je voulais écrire un livre depuis que j'étais adolescente, mais on ne sait jamais trop sur quel sujet. Puis en voyant justement à travers mon métier d'hypnothérapeute, je voyais à quel point l'imaginaire, la visualisation, ça faisait des petits miracles avec les enfants. Les enfants et les ados sont très, très réceptifs à ça. Ils se laissent vraiment aller là-dedans. Puis... Donc là, je me disais, tabarouette. Puis des fois, les parents me disaient, oui, CD, ça fait vraiment du bien, mais des fois, on a d'autres petits défis, puis on ne sait pas trop comment gérer ça avec notre enfant. Fait que je me rendais compte qu'il y avait un autre besoin. Il y avait le CD pour enfants, mais je me disais, les parents ils ont comme besoin d'avoir de nouveaux outils. Ça, c'est une méthode qui peut utiliser l'imaginaire, la visualisation. Et il y a des techniques de visualisation tellement faciles que j'utilisais avec les enfants, puis qui fonctionnaient. Puis je me disais, tabarouette, ça n'a pas de bon sens que personne soit au courant de ça. C'est tellement facile, puis ça fonctionne tellement, il faut que je partage la bonne nouvelle. Donc là, je me suis dit, bon,
Ça va être l'occasion d'écrire mon livre que j'ai toujours voulu écrire depuis que je suis jeune. Puis là, je mets ça en place. Fait que là, ça m'a pris peut-être 1 an que là, à chaque fois qu'il me venait une idée, j'écrivais. Puis ensuite, ben, le temps de faire les démarches avec les carnets d'âme-plume, peut-être en tout 1 an et demi. Donc, c'est ça fait comme un outil de plus qui complète le CD. Il est comme complémentaire avec le CD. Je dirais que c'est un petit guide pratique. Des idées, des exemples de ce que les parents peuvent faire avec leurs enfants pour les accompagner dans leur imaginaire, pour faire diminuer l'anxiété, les émotions négatives, pour les calmer, pour les aider à avoir envie d'aller se coucher, à s'endormir plus facilement. Fait qu'il y a toutes sortes de choses dans ce livre-là. Il y a aussi un chapitre qui est dédié aux enseignants du primaire et du secondaire. Oui. Je tenais à mettre un chapitre là-dessus parce que les enfants que je vois et les ados sont beaucoup stressés par rapport à l'école. Avant les examens, avant de faire un exposé oral, c'est très stressant pour eux. Donc, je me disais, si je donnais des petites idées nouvelles aux enseignants, ça pourrait être intéressant parce que c'est pas nécessairement long, c'est pas compliqué de juste prendre le temps de faire respirer profondément les élèves avant un examen, puis de leur donner des suggestions positives pendant qu'ils ont les yeux fermés, comme quoi l'examen va super bien aller, qu'ils vont trouver toutes les réponses facilement, que la confiance en eux, elle augmente, que le calme s'installe, que le temps, il n'y aura plus de notion de temps, parce qu'il y a des élèves qui sont très stressés par le temps, surtout au secondaire. Vous avez 50 minutes pour faire l'examen et je réponds à aucune question. Des fois, il y en a que ça commence comme ça, tu sais. Fait que là, ils sont bien stressés. Puis les enfants, dans ce temps-là, ils n'ont pas accès à leur plein potentiel, malheureusement. Tu sais, il y en a qui sont extrêmement intelligents, mais ils sont tellement stressés avant les examens qu'ils n'obtiennent pas les notes qu'ils devraient obtenir, là. Donc ça, je trouve ça vraiment important. Fait que ça peut être de la visualisation. Je donne des exemples dans le livre, qu'est-ce qu'ils peuvent proposer comme visualisation et des suggestions. Mais juste prendre le temps de les faire respirer avant puis de leur dire que ça va super bien aller, là, qu'ils vont trouver réponse à toutes les questions facilement. Juste ça peut faire vraiment une grande différence. Et vous parlez aussi que l'imaginaire peut apaiser une douleur physique. Oui. L'imaginaire peut apaiser une douleur physique. Bien, il y a une technique très facile dans le livre qui est expliquée pour ça, pour la douleur physique et les malaises émotionnels. Je vais essayer de vous donner mon exemple assez rapidement. Dans le livre, j'ai l'exemple avec mon fils qui a eu à un moment donné la varicelle à 6 ans. Puis là, il y a un bouton qui lui est sorti sur le bout du pénis au bout de 2-3 jours, puis il n'était plus capable d'uriner. Donc là, rendu à l'heure du souper, c'était soit l'hôpital ou soit la visualisation. Fait qu'on s'est installé dans le bain. Il avait même essayé d'uriner dans le bain, puis ça ne fonctionnait pas plus. On s'est installé dans le bain. Puis là, je l'ai amené dans un monde imaginaire où il y avait plein de choses qu'il aimait. Du genre, il pousse des Legos dans les arbres, des choses comme ça. Fait que là, les enfants, ils se laissent aller là-dedans très facilement. Donc, il était dans ce monde imaginaire. Puis là, je lui ai dit que dans ce monde imaginaire-là, la douleur n'existait pas et le temps n'existait pas. Parce que lui m'avait dit, je vais avoir mal longtemps parce que je vais faire un long pipi. Okay. Donc là, je lui ai suggéré ça. Puis là, il a essayé. Je lui ai dit, installe-toi sur le bord d'un arbre, là, puis soulage-toi. Fait que là, il a essayé. Puis là, il a dit, ça a presque pas fait mal. Fait que là, j'ai dit, continue. Fait que là, il a continué à visualiser son monde imaginaire. Là, il y avait un gros bouton de la douleur sur un arbre qu'on a fait descendre de 10 à 0. Puis c'est là qu'il a réussi. Fait que là, il a dit, ça n'a pas fait mal. Fait que là, on a fait ça plusieurs fois jusqu'à ce que le bouton guérisse, puis ça a réglé le problème. On peut aussi agir sur une émotion négative. Oui, c'est avec la technique qui est expliquée dans le livre aussi. C'est vraiment de représenter, exemple, avec une ado qui ressentait un monstre intérieur. Quand elle était à l'école, elle ressentait beaucoup de rage. Puis elle disait qu'elle sentait comme un monstre ici. Puis là, dans le fond, on l'a fait rapetisser. On l'enlève ou on le fait rapetisser. Elle l'a fait rapetisser un petit monstre rosé, tout cute, scintillant, qu'elle a couché dans un petit lit en dedans d'elle. Puis elle a remplacé l'espace que ça a créé par son cheval, parce qu'elle faisait de l'équitation. Puis là, ensuite, elle a utilisé ça plusieurs fois à l'école, puis ça a fait diminuer sa rage et sa colère. Où peut-on retrouver votre CD et votre livre? Oui, bien, les gens peuvent communiquer avec moi par courriel au lucie.poisson@commercialvideotron.ca ou ils peuvent se le procurer soit au bureau pro, où les deux sont là, livre et CD, ou soit la feuille enchantée, où mon livre est là. Mais étant donné qu'ils se prennent une marge de profit, des fois, c'est moins cher de communiquer avec moi. lucie.poisson@commercialvideotron.ca. Bien, je vous remercie beaucoup. Je pense que vous nous avez donné le goût
comme parents ou grands-parents, d'acheter votre CD et votre livre parce que ça me semble vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Alors, nous sommes de retour avec nos chroniqueuses. Joanne, parle-nous de ce mensonge d'Elena Ferrante. En fait, le titre, c'est « La vie mensongère des adultes ». Et je vais débuter en vous parlant de l'autrice, Elena Ferrante, qui est une romancière, nouvelliste, essayiste. Elle est italienne. Elena Ferrante, c'est un pseudonyme. Et cette autrice, elle est mystérieuse. C'est beaucoup de mystère autour de cette personnalité-là, puisqu'elle tient à rester dans l'ombre et refuse par conséquent la publicité, toutes les apparitions télévisées. Elle accepte seulement, en de rares occasions, les interviews qui sont écrites. Lors de celle-ci, elle a reconnu être une femme, mère de famille, et que son œuvre était d'inspiration autobiographique. En particulier, l'autrice révèle à ses lecteurs dans La Frattu Maglia les aspects de la personnalité d'Elena Ferrante. On croit déceler qu'elle est de Naples et qu'elle serait née en 1943. Mais il n'y a rien de certain là-dedans. On lui a attribué certaines identités, toutes plus loufoques les unes que les autres. Certaines personnalités connues diraient que ce sont des fake news, mais aucune confirmation, ce qui suscite beaucoup de curiosité et entretient cette curiosité-là. Sa saga la plus connue et récipiendaire de plusieurs prix, c'est bien entendu L'Amie prodigieuse, un succès colossal à travers le monde. Le livre dont je vous parle aujourd'hui traite du mensonge et je vais, pour vous amener dans le sujet, elle le résume très bien dans une citation qu'elle a faite dans une entrevue écrite. « Enfant, j'étais menteuse, ce qui me valait souvent d'être punie. Vers l'âge de 14 ans, j'ai décidé, après de nombreuses humiliations, de grandir et de ne plus mentir, de m'assumer. Mais j'ai peu à peu découvert que si mes mensonges enfantins étaient des exercices plutôt imaginaires, les adultes, pourtant, très contraires aux mensonges, se mentaient et mentaient aux autres avec naturel. Comme si le mensonge était à leurs yeux un instrument nécessaire pour se doter d'une cohérence, pour se donner du sens, pour soutenir la comparaison avec le prochain, pour présenter à leurs enfants un modèle faisant autorité. Cette impression d'adolescente a nourri en partie l'histoire de Giovanna. En fait, la vie mensongère des adultes, c'est l'histoire d'une jeune fille qui débute alors qu'elle a 12 ans et qui entend ses parents, lors d'une conversation d'adultes, elle entend ses parents qui sont professeurs, qui s'attendent à ce qu'elle devienne une femme très cultivée, prestigieuse, libre et autonome. Elle entend son père, qui est toujours très gentil, peut-être parce qu'il ment, dire à sa mère que Giovanna lui semble être devenue très laide et qu'elle donne l'impression de ressembler de plus en plus à sa sœur Zia Vittoria, qui l'a bannie de sa vie et ne voyait plus du tout à cause d'une querelle suite à l'héritage de leurs parents et aussi parce qu'elle était la maîtresse de ses amis, mariée et père de 3 enfants. Cette révélation bouleversante sort Giovanna de son cocon de ouate, parce que comme elle était enfant unique, très entourée par des parents très gentils, où elle a grandi, donc ça met fin à son innocence enfantine. À ce moment-là, l'image de cette tante qui est censée être laide, véhiculée par son père comme un être monstrueux qui souille et infecte à tout prix les gens qu'elle touche, cette image-là la hante et pour en avoir le cœur net, elle cherche à tout prix à voir cette tante, qui, elle, est simple domestique et vit dans les quartiers pauvres de la ville. Donc, elle demande à sa meilleure amie Angela et sa petite sœur Ida, les filles des meilleures amies de ses parents, c'est à retenir, si elle avait remarqué un changement comme de quoi elle était laide. Ses amies trouvent que, oui, des fois, elle apparaît plus laide, mais seulement quand elle est anxieuse. Quand elle n'est plus anxieuse, elle redevient jolie. Alors, tout le reste de ce roman
repose sur l'adolescence, l'adolescente qui devient de plus en plus adulte et qui apprend que les meilleurs amis de ses parents, finalement, sont aussi complices de mensonges puisque chacun trompe chacun dans le livre, chacun trompe chacune trompe chacun. Et tout ça pour dire qu'elle vit de désillusion en désillusion et elle se fait la promesse qu'elle ne vieillira pas comme ça. Ce qu'il faut se rendre compte que ce roman, il fait ressortir la fragilité, la force, les contradictions de l'amitié féminine dans laquelle on trouve souvent aussi beaucoup de mensonges. Ce qu'il y a de particulier aussi, il n'y a pas vraiment de conclusion. Ça reste ouvert parce que Giovanna va grandir, comme je dis, elle se dirige vers la vie adulte, mais qu'en sera-t-il de sa vie adulte? On sent que peut-être une ouverture vers une autre saga. Oui, c'est intéressant. Bien, merci beaucoup, Joanne. Toi, Monique, alors, quasiment l'homme de ta vie? Oui, moi, Philippe Claudel, c'est une amie qui m'a incité à lire cet auteur que je ne connaissais pas. J'ai lu 2 romans, Les âmes grises et Le rapport de Brodeck. Un mot de l'auteur, c'est un Français qui, lorsqu'il était jeune, a mené une vie dissolue. Il était inscrit à l'université, mais bon, il faisait plutôt la bohème jusqu'au jour, en 1983, il a rencontré sa femme Dominique qui l'a transformé, qui l'a incité à reprendre ses études. Et depuis, il écrit, il réalise des films. Je parle de sa rencontre avec Dominique parce que vous allez voir que ça a de l'importance après dans son écriture. Je vous parle des 2 livres, mais plus particulièrement des âmes grises. Je vous parle des 2 livres parce que les 2 ouvrages sont construits de la même manière. Dans les 2 cas, l'histoire se passe dans un village perdu, un en France, l'autre, je soupçonne que c'est en Pologne, Europe de l'Est, parce qu'il y a beaucoup de Y puis de Z là, dans les noms. La guerre est présente. Dans Les âmes grises, c'est la première. Dans le rapport de Brodeck, je pense que c'est la deuxième, parce que Brodeck a connu les camps de concentration. Dans les 2 volumes, les personnages principaux sont très attachés à leurs femmes. Et même si ces personnages-là, même dans le cas de la femme du procureur dans Les âmes grises, elle est décédée, dans les 2 ouvrages, les femmes, même si elles ont un rôle mineur, elles occupent une place prépondérante dans l'histoire du roman. Dans les 2 romans, il y a un drame. Et dans les 2 romans, le personnage principal raconte ce drame-là, soit des années plus tard, soit... bon. Alors, vous allez me dire, en quoi c'est intéressant si c'est toujours la même recette qui revient. C'est là que la force de l'auteur apparaît, c'est que Philippe Claudel, il sait créer des personnages absolument attachants, des personnages très simples. C'est des personnages que l'on, nous-mêmes, c'est-à-dire, mais avec ce qu'ils ont de bon et de moins bon. La lutte des classes, il sait rendre ça, là, même j'ai lu une critique qui le décrit très bien, qui dit avec la précision d'un chirurgien. Donc, c'est la force, c'est ce qui fait que même si l'histoire apparaît sur le même fil, bien, tu sais, c'est comme un visage. On a tous des yeux, un nez, une bouche, pourtant on est tous différents. C'est ce qu'il arrive à faire avec ses romans. Et en plus, il est soutenu par une plume absolument remarquable. Bien sûr, un écrivain doit savoir écrire, mais il y a des fois, c'est moins important parce que l'histoire, lui, l'histoire est intéressante, puis en plus, il écrit bien. Alors, dans Les âmes grises, on est dans un petit village, la guerre est au loin, on entend les canons. Et un bon jour, tout bascule dans le village parce que Belle de Jour, âgée de 12 ans, est retrouvée morte par un matin d'hiver au bord de la rivière. Elle a été assassinée. Et là, on sait l'histoire de l'enquête. Le personnage principal est l'enquêteur. Et des années plus tard, il raconte ce qui s'est réellement passé. Alors, il y a beaucoup de suspects
à peu près tous les habitants du village. Le procureur, autoritaire, glacé. Il y a un déserteur qui va faire un coupable idéal, hein, parce qu'il vient d'ailleurs. Parce que vous savez, dans les petits villages, hein, bon, on se protège. Il vient d'ailleurs. Il y a l'institutrice, il y a le médecin des pauvres qui d'ailleurs va mourir de faim tellement il se préoccupe des gens dont qu'il soigne. Alors, bien que l'histoire s'articule autour d'un assassinat, je ne qualifierais pas ce roman-là de polar. C'est davantage un ouvrage psychologique. Et pour vous donner une idée de sa plume, alors c'est Destina, c'est le procureur, et Mérec, c'est le chef de police. Mérec déteste Destina pour s'en confesser. L'occasion était belle de l'agacer jusqu'à plus soif et de traîner son nom et sa figure d'empereur romain dans le ruisseau, parce qu'il y a un témoignage qui jette l'éclairage sur le procureur. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus fort que la haine, c'est les règles d'un monde. Destina et Mérec faisaient partie du même, celui des bonnes naissances, des éducations en dentelle, des baise-mains, des voitures à moteur, des lambris et de l'argent. Au-delà des faits et des humeurs, plus haut que les lois que les hommes peuvent pondre, il y a cette connivence et ce renvoi de politesse. Tu ne m'embêtes pas, je ne t'embête pas. Alors, oui, lisez. Moi, d'ailleurs, j'ai un autre livre à la maison donc je suis allée chercher à la bibliothèque. C'est vous dire à quel point j'ai aimé cet auteur-là. Je vous le conseille. Vous allez avoir des heures de plaisir. Bien, parfait, merci beaucoup. Alors, moi, je vais vous parler d'un livre de Sandra de Montigny, « L'urgence de vivre, ma vie avec l'Alzheimer précoce ». C'est vraiment sa vie à elle. Elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis l'âge de 39 ans. Alors, c'est très, très jeune. Oui. Pour sa famille, elle, ce fut un choc terrible. Mais elle s'en doutait parce que son père était décédé lorsqu'elle avait 27 ans. Son père avait 53 et il est décédé de la maladie d'Alzheimer. Le médecin leur avait demandé à son frère et elle de passer un test de dépistage parce que les enfants, c'est génétique, les enfants ont 50 % de risque de contracter le gène responsable, d'avoir contracté le gène responsable. Alors, mais elle ne voulait pas le savoir. Mais son frère l'a passé, lui, elle ne l'avait pas. Mais elle ne voulait pas le savoir. Mais à un moment donné, elle s'est aperçue qu'il fallait qu'elle passe le test. Elle, c'est une diplômée de la première cohorte du bac en pratique de sage-femme à l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle a œuvré dans le réseau de la santé pendant 20 ans comme sage-femme et aussi comme gestionnaire de services de sage-femme. Plusieurs voyages humanitaires, maintenant mère de 3 enfants. À un moment donné, elle a eu l'impression de devenir moins intelligente. Elle voyait des bottes dans l'entrée, puis elle disait, mais à son mari, mais c'était qui ces bottes-là? Bien, il dit, c'était à toi. Hein? Ben non, c'est pas mes bottes. Elle ne les reconnaissait pas, et ça prenait un bon bout de temps avant qu'elle les reconnaisse. Elle allait reconduire son fils à l'école. Oups, elle oubliait d'aller le rechercher. Elle avait vraiment l'impression de ne plus contrôler sa tête. Et c'est alors qu'elle a passé un test et qui s'est avéré positif. Elle a écrit à ce moment-là un blog et ça a fait fureur parce qu'elle décrivait ce qu'elle ressentait, ce qu'elle avait, ses perceptions, ses humeurs, puis tout ça. Et suite à ça, elle a passé beaucoup d'entrevues avec Denis Lévesque, avec Patrick Lagacé, tu m'as dit tout à l'heure avec Un monde à Metz. Un monde à Metz. C'est ça. Alors là, ils ont décidé de faire des études, des recherches scientifiques très poussées dans sa famille, des études généalogiques. Ils sont allés jusqu'en 1800 et ils se sont aperçus que dans la famille de son père, sa mère à son père était décédée très jeune de symptômes similaires. Et beaucoup de gens dans la famille, dans ce temps-là, ce n'était pas nommé, mais c'était des symptômes similaires aussi là, à la maladie d'Alzheimer. Ce qu'elle trouve le plus difficile, elle nous le raconte, puis ça se lit bien, là. Elle nous le raconte, puis c'est une femme qui a beaucoup de courage, beaucoup de résilience. C'est qu'elle a toujours des symptômes qui apparaissent, qui progressent, puis qui s'incrustent, là. Ça n'arrête pas, là. Elle étudie à l'université au 2e cycle à la maîtrise, et elle avait l'impression d'être décalée, elle est obligée d'arrêter tout ça.
C'est la porte-parole de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer et elle milite pour l'aide médicale à mourir anticipée parce que ce n'est pas encadré et encore permis au Québec. Et elle ne veut pas, et ses enfants, il n'y a pas de tabou, ses enfants, c'est clair, son mari, c'est clair, elle ne veut pas, ses dernières volontés, ne veut pas vivre dans une déchéance régressive comme elle a vécu avec son père. Elle dit, il n'y en a pas question. Alors, elle milite beaucoup pour ça. Et d'ailleurs, suite à la maladie, elle a fait 3 dépressions qui sont reliées à la maladie d'Alzheimer. Elle a voté pour François Legault alors que, normalement, elle ne votait pas CAQ, elle votait PQ, parce qu'il lui a promis d'étudier ça pour être capable d'inclure les gens qui sont atteints de maladie d'Alzheimer. Elle est très transparente avec ses enfants et elle a fait une liste des symptômes très précise pour que, si c'était accepté, bien, elle pourrait avoir, s'il arrive telle chose, je fais ça, 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 maintenant, oui, je veux que vous me laissiez mourir, c'est-à-dire que l'aide à mourir. Okay. Alors, c'est vraiment bien. Il y a un petit chapitre écrit par son mari. Il y a des petits mots écrits par ses enfants, et dont un de Sacha, 13 ans, un petit poème très touchant. Alors, je vous le conseille, c'est vraiment un livre qui est admirable, inspirant, de par la vie qu'elle vit, de par ce qu'elle passe aussi. Là. Alors, si le sujet vous intéresse, ça vaut vraiment la peine, ne serait-ce que pour son cheminement à travers tout ça. Puis, le cheminement, les questions qui se posent aussi du mari, parce que c'est un aidant, il devient aidant naturel et tout ça. Alors, on n'a pas besoin d'inventer une histoire. Hein? La vie nous en présente. Exactement. Oui. Très belle. Donc, oui. Alors, merci beaucoup, mesdames. Ce fut encore de belles lectures. Alors, à vous, on vous dit merci aussi. Et je vous partage une réflexion de Marie-Louise Arsenault dans l'émission « Plus on est de fous, plus on lit ». La lecture est un perpétuel travail d'introspection et on est toujours en train de se poser des questions sur ce qu'on est en train de lire et sur ce que ça nous fait à nous. Sur ce, bon travail et bonne semaine.